Les outils thermodynamiques dont on vient de se doter nous donnent des informations sur la faisabilité d'une réaction en termes d'énergie à fournir ou d'énergie mise en jeu au cours de la transformation, mais ils présentent pour le moment l'inconvénient de ne jamais faire référence à un autre volet extrêmement important qui est la notion de vitesse à laquelle la réaction va se mettre en place. Or, les grandeurs cinétiques et la notion d'énergie ne sont évidemment pas indépendantes l'une avec l'autre. Pour pouvoir relier ces deux notions, il faut regarder la réaction à l'échelle microscopique et c'est pour cela que nous allons maintenant définir ce qu'on appellera les grandeurs d'activation qui vont permettre de faire le lien entre des données d'énergie thermodynamique et des notions de vitesse de réaction. Ainsi, si on s'intéresse à une description microscopique d'une réaction chimique en train de se passer, il faut que l'on arrive à donner des informations sur la manière dont les liaisons sont mises en jeu, je dirais rompues ou créées. Et ça, ce sont des informations que l'on va trouver en s'intéressant au mécanisme. Vous savez que le mécanisme, c'est une suite de réactions élémentaires. Profitons-en pour rappeler ce que vous devez savoir à propos d'une réaction qui est dite élémentaire. Tout d'abord, qu'elle traduit la réalité des chocs entre les particules à l'échelle microscopique au cours de la transformation. C'est pour ça qu'on sait que ces réactions ont toute une molécularité qui reste faible, c'est-à-dire le nombre de particules impliquées simultanément dans la réaction. Et ce que vous savez d'autre, c'est que ce sont des réactions particulières pour lesquelles nous connaissons à l'avance la loi de vitesse, puisqu'elle suit la loi de Van 't Hoff, V égale K fois la concentration des réactifs, puissance, le coefficient stoichiométrique. C'est donc des réactions particulières, mais riches d'enseignements. On s'intéresse ici au diagramme énergétique construit à l'échelle microscopique pour une réaction qui sera dite réaction d'activation. C'est-à-dire qu'on s'intéresse en fait à la première étape du mécanisme, ce qui fait que la réaction commence réellement. Vous le savez, ce graphe, il est là pour donner l'énergie potentielle d'interaction entre les particules, c'est une énergie à l'échelle microscopique, en fonction d'un paramètre que nous noterons coordonné de la réaction. Ce chemin réactionnel que l'on trace a la particularité de permettre d'affirmer qu'à tout moment du chemin parcouru, le système chimique présente une énergie qui est minimale. Lorsque l'on décrit ce graphe, on part de l'état initial pour arriver jusqu'à l'état final dans lequel ça est produit. Je suppose ici que la réaction se déroule en une seule réaction élémentaire, donc qu'elle se passe en une seule étape, mais je sais que l'énergie de ce système va présenter à un moment donné un état d'énergie particulièrement élevé, l'état le plus élevé par lequel passe le système, et dont, bien entendu, je me rappelle qu'il s'appelle l'état de transition. Ce qu'on appelle l'état de transition est en réalité un état d'énergie maximale. Lorsque le système atteint cette énergie-là, la répartition des différents atomes de la structure n'est peut-être pas toujours bien connue, puisque je vous rappelle que le système chimique dans cet état d'énergie n'est ni isolable ni étudiable, il ne peut être qu'estimé, mais sa structure porte en toute rigueur le nom de complexe activé. Jusqu'à maintenant, on acceptait une confusion entre le mot d'état de transition qui est, je répète, le niveau de l'énergie atteinte, le maximum sur la courbe, et la structure chimique qui s'appellera donc le complexe activé. On fera un peu plus attention au vocabulaire. Je résume ce que nous venons de dire. Le chemin réactionnel tracé est celui qui permet de s'assurer qu'en tout moment, l'énergie du système est minimale. Il donne l'information de l'énergie au cours de la transformation via la coordonnée de réaction. Et je vous rappelle, cette coordonnée de réaction n'est en aucun cas le temps. Ce n'est pas à intervalle de temps fixe qu'on trace la courbe, mais c'est une grandeur mathématique liée à une transformation de la matière. Ça peut être un angle de liaison, une longueur de liaison, une combinaison des deux. Qu'importe, la seule chose que vous avez à savoir, c'est que quand on suit le chemin réactionnel en fonction de CR, on respecte la chronologie, l'ordre dans lequel se font les transformations, sans avoir aucune information de la durée qu'il a fallu pour passer d'un état à un autre. Bon, en termes de renseignement cinétique, vous savez aussi que le diagramme énergétique vous permet d'avoir accès à l'information sur la constante de vitesse via la loi d'Arrhenius. Je ne vous fais pas l'affront d'écrire la loi d'Arrhenius. Vous savez comment qu'elle permet de définir la constante K comme étant grand A, exponentielle de moins EA sur RT. Vous vous souvenez de la signification de chacun de ces termes. Grand A, c'est ce qu'on appelle le facteur pré-exponentiel.
Il a la même unité que K. Nous sommes ici, bien entendu, en présence de l'énergie d'activation, dont on sait que c'est l'énergie nécessaire pour passer de l'état initial à l'état de transition, c'est-à-dire c'est l'énergie du complexe activé, et T est bien sûr la température de l'expérience, dont on fait toujours très attention de l'exprimer en Kelvin. Maintenant qu'on a fait ces quelques rappels, venons-en à ce que l'on cherche à définir pour cette réaction dite d'activation, celle qui démarre le processus dont nous avons bien dit que c'était une réaction élémentaire et qu'elle allait permettre de passer de l'état des réactifs à l'état de complexe activé. C'est finalement une réaction chimique comme une autre, donc je peux la décrire de manière thermodynamique en lui associant des grandeurs de réaction, sauf que cette réaction, elle est particulière, et donc je vais noter mes différents termes thermaux avec un nouvel indice, non pas un R quelconque pour la grandeur de réaction, mais bien ici un petit dièse qui sera celui qui signifiera que je me suis intéressée à une réaction d'activation. Mais je pourrais très bien définir une enthalpie libre standard d'activation, une enthalpie standard d'activation et une entropie standard d'activation en choisissant les trois fonctions thermodynamiques que j'ai l'habitude de manipuler. Le but, c'est de comprendre quel sens donner à chacun de ces trois termes thermodynamiques. Je m'intéresse d'abord à l'enthalpie d'activation. Je le sais, une variation d'enthalpie au cours d'une réaction, c'est l'énergie qui est mise en jeu lorsque la réaction a lieu. Donc je comprends ici que delta dièse H0 représente l'énergie qui est mise en jeu pour que l'activation se fasse. Mais c'est une définition que j'ai déjà utilisée en nommant de manière différente l'énergie qui a été mise en jeu. L'énergie mise en jeu pour que la réaction se fasse, c'était bien entendu l'énergie d'activation. Et donc à notre échelle, on pourra tout à fait se souvenir que l'enthalpie d'activation standard de la réaction, c'est finalement l'équivalent de l'énergie d'activation. Voilà un lien entre le monde de la thermo et le monde plutôt de la cinétique qui finalement donne une information énergétique analogue. Si l'on cherche maintenant à interpréter l'évolution de l'entropie standard d'activation, il faut se rappeler qu'une variation d'entropie au cours d'une transformation, c'est essentiellement lié à l'évolution du désordre microscopique au cours de cette étape. Et quand je parle de désordre microscopique, je vais pouvoir ici, à l'échelle microscopique, le transposer en capacité des différents morceaux de molécules à bouger librement. Et donc en fait, si je renverse l'information, si les molécules ne sont pas libres de bouger, c'est qu'il y aura donc un certain niveau de contraintes qui va se mettre en place. Alors ces contraintes, on peut très bien les estimer sur des petites réactions dont nous connaissons bien le mécanisme. Je vous propose le premier exemple suivant. Je vous laisse le temps de prendre connaissance de la réaction qui est étudiée. On part d'un bromoalcane qu'on traite par de la soude dans de l'eau. Il n'est pas ici question d'élévation de température. On transforme le bromoalcane en alcool. Nous sommes bien d'accord que la réaction qui est envisagée est une réaction de substitution nucléophile. La question est de savoir si les grandeurs d'activation vont me permettre de faire le lien avec le mécanisme que je connais bien évidemment, en tout cas j'ai des arguments pour répondre. Quels arguments mettre en jeu ? Vous le savez, le carbone fonctionnel est un carbone tertiaire, il donnera facilement naissance à un carbocation tertiaire stabilisé par 3 effets inductifs. Donc bien évidemment, je sais que le mécanisme majoritairement mis en jeu au cours de cette réaction est un mécanisme de type SN1. Quelle est donc l'étape d'activation dans un mécanisme SN1 ? Eh bien, c'est la première étape du mécanisme, première étape au cours de laquelle, on le sait, il y a tout simplement la rupture de la liaison carbone-brome qui est mise en jeu avec la libération du nucléofuge PR-. Qu'est-ce qu'il se passe en termes de liberté de mouvement pour les différentes parties de la molécule ? Eh bien, vous passez pour le carbone fonctionnel d'un état tétraédrique à un état trigonal plan. Et surtout, au lieu d'avoir une seule molécule de réactif, dans l'état des produits, vous vous retrouvez avec 2 particules qui sont libres de leur mouvement. Donc il apparaît assez clair que le désordre dans le système chimique va augmenter. Il y a plus de particules, il y a plus d'agitation moléculaire. Il est donc finalement assez facile de comprendre que la variation d'entropie d'activation doit être positive. Je ne discute pas de la valeur 38, soyons bien clairs. Je discute du fait qu'elle est positive. Que pouvez-vous interpréter de ce deuxième exemple ?
Vous regardez le bilan de la réaction, les conditions opératoires, on repart d'un bromoalcane, ce coup-ci il est primaire, on fait agir NaI, c'est-à-dire une source d'ion iodure qui est un excellent nucléophile, dont je vous rappelle qu'il l'est parce qu'il est très polarisable, ça fait pas de mal de s'en souvenir de temps en temps. Donc encore une fois, la réaction que je suis en train d'étudier, est une réaction de type SN, mais ce coup-ci c'est une réaction de type SN2. Que sait-on de le mécanisme SN2? Mais que le début du mécanisme, ce qui va servir d'activation au mécanisme, c'est la fabrication de l'état de transition dans lequel on sait que le carbone va passer d'un état tétraédrique à un état pseudo-pentagonal. Le complexe activé qui est fabriqué dans cet état-là a bien entendu la particularité de lier entre elles les particules qui, dans l'état initial des réactifs, étaient libres de leur mouvement. Elles ne sont donc plus libres de bouger, le désordre diminue, si vous préférez, le niveau de contrainte augmente, et ça c'est tout à fait compatible avec le fait que l'on a un désordre qui va être plus petit, donc une variation d'entropie d'activation que j'attends avec un signe moins. Voilà deux exemples d'interprétation simple de la grandeur d'entropie d'activation que je relie à la notion d'évolution du désordre microscopique. Les deux grandeurs d'activation, enthalpie et entropie standard, sont bien entendu reliées au calcul de l'enthalpie libre standard delta dièse H0 par le fait que G égale H moins TS, l'équivalent d'une relation d'Ellingham s'appliquant encore une fois dans ce cas-là. Il nous reste à savoir que la démonstration a été faite de l'existence d'un lien direct entre cette valeur d'enthalpie libre standard d'activation et la constante de vitesse. Ça s'appelle la loi d'Hering que vous pouvez voir en ce moment s'afficher. Cette loi d'Hering, elle est compliquée, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de la mémoriser. Lorsque vous en aurez besoin, elle doit absolument être rappelée dans un sujet. Il faut juste que vous sachiez qu'il y a donc un lien direct entre les notions cinétiques via la constante de vitesse et des notions thermodynamiques de l'étape d'activation via l'enthalpie libre d'activation. Le but de tout ça, ce sera d'être capable de retrouver via des mesures de constante de vitesse les grandeurs d'activation delta H et delta S par linéarisation. Pourquoi faut-il linéariser? Parce que vous vous rendez bien compte de plusieurs choses. D'abord, ce que je cherche est pour le moment dans une exponentielle et que je voudrais déjà ne pas avoir à traiter une grandeur qui est portée en exposant. Donc je commence comme d'habitude à transformer la loi d'Hering en prenant sa forme linéaire en passant au log. Une fois que ce premier travail de linéarisation est fait, je vais décomposer le delta dièse G0 en faisant apparaître le delta dièse H0 et le delta dièse S0. Et en utilisant justement la décomposition de delta dièse G0 en delta H moins T delta S pour les grandeurs d'activation, on arrive à légèrement regrouper les termes, en tout cas lui donner une forme qui va être une forme plus facile à faire parler. J'attire votre attention sur le fait que le log de T a été placé du même côté que le log de K, ce qui donne une valeur à gauche de mon équation, ln de K sur T, qui correspondra à l'ordonnée de la courbe linéarisée que je vais tracer, c'est-à-dire mon Y. Il apparaît clairement que le X sera le 1 sur T, et que pour le reste, je vais retrouver un terme constant dont la valeur permettra d'accéder à l'entropie standard d'activation, qui sera de la forme B, et puis la pente de la droite, moins delta dièse H0 sur R, qui sera donc la valeur petit a de ma régression linéaire. Donc vous voyez bien que si je fais une étude expérimentale, que j'ai accès à plusieurs valeurs de constante de vitesse petit k en fonction de différentes températures bien exprimées en Kelvin et que j'utilise la loi linéarisée que je viens d'écrire, je pourrais, par une étude graphique, soit à la machine, soit avec Python, remonter aux grandeurs d'activation d'une réaction. Voilà le but de ce petit chapitre que nous mettrons en œuvre expérimentalement au cours du TP de la semaine.